Salut à tous, dans cette vidéo, on va s'éloigner un peu de l'apprentissage des langues pour parler plus des langues elles-mêmes et plus particulièrement des dialectes. Qu'est-ce qu'un dialecte? Quelle est la différence entre une langue et un dialecte? Pourquoi la distinction est aussi floue et difficile à faire? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi problématique tout en n'étant pas neutre du tout? Alors avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, pensez à cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la petite cloche, comme ça vous aurez accès à toutes mes vidéos dès qu'elles sortiront. Voilà. On va maintenant aborder le sujet, celui des dialectes. Parce que du point de vue purement linguistique, la différence entre un dialecte et une langue n'a pas de sens. Voilà. Ce qu'on va représenter souvent, ou ce qu'on va s'imaginer quand on va parler de la distinction entre une langue et un dialecte, c'est qu'il y a d'abord la langue, et ensuite il y a des dialectes, qui sont un peu des variantes de la langue. Et ça, c'est une vision qui, du point de vue purement de la linguistique, ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas de distinction, par exemple, entre une langue érigée au statut de langue comme le français et des dialectes du français, comme on pourrait dire, qui vont être, je ne sais pas, le picard ou le franco-provençal, qui vont être des langues de diverses familles, le picard faisant partie, comme le français parisien, des langues d'Oïl. Le franco-provençal est une autre famille de langues dans les langues romanes. Et voilà. Chacune de ces langues peuvent être vues comme des langues à part entière. C'est pour ça que faire une distinction entre ça c'est une langue, ça c'est un dialecte, c'est très compliqué, parce que du point de vue de la linguistique, ça tient pas. Il y a des arguments qui sont avancés, et on va les étudier un par un, et bon, évidemment vous allez voir qu'ils sont très facilement démontables. Le premier critère retenu, le plus évident, c'est l'intercompréhension. C'est-à-dire vous avez des gens qui parlent des dialectes différents d'une langue, et vu que ce sont jamais que, entre guillemets, des dialectes, ils vont pouvoir se comprendre. Alors ça résiste pas du tout à la réalité. Parce que si vous prenez des gens, par exemple du nord de l'Allemagne, qui vont parler des dialectes de ce qu'on appelle bas-allemand, par exemple, je sais pas, ce qu'on va appeler Plattdeutsch, mettons, et les gens qui vont parler des langues du sud du monde germanique, ce qu'on appelle le haut-allemand, par exemple quelqu'un qui va parler un dialecte de l'Allemagne, enfin de la Suisse germanophone, ces gens-là, voilà, du nord et du sud du monde germanophone, quand ils vont essayer de parler dans leur dialecte respectif, ils ne vont pas forcément se comprendre. Et donc ça démontre complètement l'idée d'intercompréhension. Et c'est pas seulement en Allemagne, hein, que ce soit des gens, par exemple, espagnols qui parlent et qui ne comprennent que le standard castillan, qui vont essayer de parler avec certaines personnes qui vont parler leur dialecte andalou, eh bien il peut y avoir des grosses difficultés d'intercompréhension, alors que pourtant, en apparence, on ne parle jamais que des dialectes d'une même langue. Et à l'inverse, il va y avoir des gens qui vont parler des langues de pays différents et qui vont arriver à très bien se comprendre. J'ai déjà vu plusieurs fois dans une même pièce des Danois, des Suédois et des Norvégiens arriver à parler, alors que pourtant ce sont des langues différentes, des langues nationales différentes, et ces gens-là arrivaient à se comprendre. Est-ce qu'on peut dire que Norvégiens, Danois et Suédois sont des dialectes? Alors, si, mettons, dans une réalité parallèle, l'union de Kalmar avait perduré et aujourd'hui il n'y aura plus qu'un seul pays, peut-être qu'il y aura un pays qui s'appellerait la Scandinavie, avec une langue qui s'appellerait le scandinave, et on dirait peut-être que le suédois, le danois, le norvégien sont des dialectes du scandinave. Et pourtant, voilà, ce sont des langues différentes, avec une intercompréhension plus forte que certains dialectes au sein d'une même langue. Et ça pose énormément de problèmes. Restons dans le monde germanophone. Des gens, par exemple, qui vont, dans le monde germanique, on va dire plutôt, des gens qui vont être allemands près de la frontière néerlandaise et des gens qui vont être néerlandais près de la frontière allemande, c'est-à-dire quasiment au même endroit géographiquement, vont pouvoir parler relativement facilement à certains endroits dans leur dialecte respectif. Et pourtant, il va y avoir des gens qui vont avoir d'un côté la sensation de parler du néerlandais et de l'autre des gens qui vont avoir la sensation de parler allemand. Et à aucun moment on se dit que le néerlandais est un dialecte de l'allemand. Bon, il y avait des gens qui disaient ça pendant la guerre, mais plus maintenant. Ou alors, personne ne va dire que l'allemand est un dialecte du néerlandais. Et ça, c'est pareil dans plein de coins d'Europe. Par exemple, les Tchèques et les Slovaques se comprennent très bien. Pourtant, il n'y a pas de langue tchécoslovaque. Il y a le tchèque et le slovaque. Mais ni le tchèque ni le slovaque ne sont des dialectes d'une même langue. Et ça pousse même
à rassembler des blocs de langue en Europe comme les langues BCMS, mais ça on va le voir un peu plus tard. Autre argument avancé, c'est le nombre de locuteurs, et ça ne tient pas du tout. Prenons le basque par exemple. Le basque existe coincé entre le français et l'espagnol, sachant qu'il y a entre 750 000 et 1,1 million de locuteurs du basque qui vont être entre des locuteurs de l'espagnol, qui est une langue avec entre 460 et 550 millions de locuteurs, et d'un autre côté le français avec des estimations très variables entre 76 millions et 300 millions. Donc forcément le basque a l'air tout petit, et pourtant ça n'en fait pas moins une langue à part entière. Le basque n'est pas un dialecte du français, il n'est pas lié au français, et ce n'est pas un dialecte de l'espagnol non plus. C'est là aussi très différent de l'espagnol, dans le sens où le basque ne ferait peut-être même pas partie de la famille des langues indo-européennes. Donc ça ne fait pas du basque un dialecte d'une autre langue, juste parce qu'il y a peu de locuteurs. Et il y a des langues qui sont parlées par à 300 personnes, des langues en voie de disparition, et ça n'en fait pas moins des langues à part entière, qui sont parfois très différentes des autres langues dans un certain domaine géographique. Et ensuite, on va arriver à des arguments plus intéressants, mais qui à mon avis ne tiennent pas la route non plus. Le premier, ça va être la littérature écrite, et ça non plus c'est pas tenable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a la vision qu'une langue, elle va avoir une littérature, elle va s'écrire, elle va être codifiée, et à l'inverse, les dialectes, ça va être parlé seulement dans la vie de tous les jours, et il n'y aura pas d'orthographe, il n'y aura pas de production écrite, parce que tout ça appartiendrait à la langue elle-même. Et ça ne marche pas non plus, parce qu'il y a une littérature française, donc Victor Hugo, Maupassant, etc., mais il y a aussi une littérature en France dans les langues régionales. Il y a une littérature en picard, une littérature en breton, une littérature en alsacien, en bourguignon, tout ce que vous voulez. Il y a une littérature, donc ça ne fait pas pour autant de ces langues régionales simplement des dialectes qui ne seront pas écrits. Et en allant plus loin sur le concept d'écriture, il y a souvent une distinction entre langue et dialecte au niveau de la normalisation de l'orthographe, c'est-à-dire les langues nationales vont être planifiées, il va y avoir un organisme qui va dicter comment elles vont s'écrire, et les langues, c'est-à-dire les dialectes, vont être simplement un peu écrits comme ça au petit bonheur la chance. Ce n'est pas le cas. Parce que forcément, on imagine l'Académie française pour le français, mais même pour les langues régionales de France, il y a eu des normalisations orthographiques, c'est-à-dire des organismes qui ont préconisé qu'on écrive une langue d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Par exemple, le breton a eu une normalisation, près de chez nous aussi le basque a un standard, et donc c'est faux de dire qu'il y aura les langues normalisées et les dialectes qui s'écrivent un peu comme on veut. Voilà, donc ça montre bien que la distinction entre langue et dialecte est très floue, et dans le monde entier, on peut voir des exemples qui vont faire voler en éclats ces distinctions. Je vais vous donner quelques exemples dans le monde. Près de chez nous, en Europe, il y a d'un côté le roumain en Roumanie et le moldave en Moldavie. Mais le statut de la langue moldave est très largement débattu. Est-ce que c'est une langue à part entière qui s'appelle le moldave, ou est-ce que c'est un dialecte du roumain ? Et en Roumanie, il y a des débats assez intenses avec des gens qui disent que leur langue c'est le roumain, et des gens qui disent non, notre langue c'est bien le moldave, sachant que c'est politique encore une fois. La Moldavie, c'est un peu la partie de l'ère culturelle roumaine qui a appartenu pendant longtemps à la Russie tsariste, puis à l'URSS qui l'a rattachée à l'Ukraine, parce que c'était toutes les parties de l'Europe conquises par l'URSS qui ont été rattachées à l'Ukraine. Et on pourrait dire que la distinction entre Moldavie et Roumanie est seulement politique, seulement faite par des conquêtes. On pourrait avancer de manière relativement raisonnable que le roumain et le moldave ne forment qu'une langue. Ou encore, j'avais une prof quand j'étais à l'INALCO qui disait de manière assez provocante que de toute façon les langues BCMS, c'est-à-dire bosnien, croate, monténégrin et serbe, c'était jamais que la même langue, et que les croates écrivaient juste plutôt en alphabet latin et les serbes plutôt en alphabet cyrillique, et basta. Et c'est vrai que assez souvent quand on apprend ces langues, on va apprendre les quatre, et on pourrait se demander si bosnien, croate, monténégrin et serbe ne seraient pas simplement les dialectes d'une même langue balkanique, alors que je suis sûr que si je vais dans ces pays et que je dis ça, je vais me faire écharper. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Plus loin de chez nous, il y a le malais, la langue de Malaisie. Il y a aussi ce qu'on appelle l'indonésien, qui est une langue, qui est la langue un peu standard pour tous les peuples d'Indonésie, sachant qu'ils ont énormément de langues différentes. Ce qu'on appelle le Bahasa Indonesia, d'ailleurs que j'avais écorché dans une précédente vidéo, quelqu'un me l'avait fait remarquer. Voilà, c'est Bahasa Indonesia.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a des différences entre le malais et l'indonésien, globalement, du point de vue purement linguistique, ça reste quasiment la même langue et que la distinction est politique. C'est-à-dire que le malais, c'est pour la Malaisie et l'indonésien, c'est pour l'Indonésie. Vous voulez encore des exemples? J'en ai plein. Par exemple, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, on parlait d'une langue qui s'appelait l'hindustani. Et maintenant, on parle plutôt de hindi et de ourdou, sachant qu'en fait, ces deux langues ont une origine commune. Sachant qu'il y a évidemment des divergences, le hindi s'écrit en Devanagari, donc cette écriture indienne, alors que l'ourdou s'écrit plutôt dans la version persane, on va dire, de l'alphabet arabe. Et qu'il y a une grosse partie du lexique spécialisé hindi qui vient du sanskrit, alors que le lexique spécialisé ourdou vient plutôt du persan, on va dire, pour simplifier. Et on pourrait dire qu'il s'agit de deux langues différentes, mais jusqu'au moment où l'Inde a éclaté en deux blocs, c'est-à-dire l'Inde d'un côté et le Pakistan, plutôt les Pakistans, en 1947, on parlait relativement souvent de hindustani, donc comme s'il n'y avait qu'une seule langue. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce sont simplement des divergences politiques et culturelles qui ont clivé une langue, et que, allez, soyons provocants, que le hindi et l'ourdou ne seraient jamais que des dialectes de l'hindustani. Voilà, encore un exemple assez important, c'est le chinois. Qu'est-ce que ça veut dire le chinois? Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'énervent dès qu'on parle de chinois en disant « attention, il faut dire mandarin ». Mais c'est encore plus compliqué parce que ce qu'on appelle chinois, c'est-à-dire le chinois qu'on apprend par exemple à l'université, ce n'est que le mandarin standard. C'est un standard fixé en République populaire de Chine qui correspond aussi à peu près à ce qui est parlé à Taïwan, parce que la langue officielle de Taïwan en fait a été plus ou moins mise en place par des gens qui venaient de Pékin, voilà, pour simplifier encore une fois. Sachant que le mandarin standard n'est jamais qu'une des nombreuses variations du mandarin et que le dialecte parlé à Pékin peut être différent du mandarin standard. Et la Chine a souvent tendance, enfin le pouvoir chinois a souvent tendance à présenter le chinois comme une seule langue avec des petits dialectes comme ça un peu partout, sachant que les linguistes partent du principe que ces langues qui sont par exemple le cantonais, le wu, le minnan ou le hakka sont suffisamment différentes les unes des autres, avec suffisamment peu d'intercompréhension entre les locuteurs pour dire qu'il s'agit de langues différentes. Voilà, ça c'est énormément de choses qui sont très sensibles parce qu'on touche à des identités culturelles, à du politique, à de l'histoire, avec parfois des blessures assez profondes. Et c'est pour ça qu'il est aussi difficile, avec tout ce fond émotionnel et toutes ces visions très ancrées, très arrêtées, de dire ça c'est une langue, ça c'est un dialecte. Parce que du point de vue linguistique, encore une fois, il n'y a pas vraiment de différence qu'on peut retenir, de différence déterminante entre une langue et un dialecte. Et beaucoup de choses qu'on appelle des dialectes sont en réalité des langues à part entière qui n'ont peut-être pas le statut de langue, parce qu'il faut bien voir qu'il y a une hiérarchie, langue puis dialecte. Et par exemple, quand une langue comme le napolitain a été reconnue comme langue à part entière par l'UNESCO, ça a donné au napolitain un statut à part, c'est-à-dire ça lui a donné des lettres de noblesse en tant que langue à part entière. Et ce que l'on voit beaucoup aujourd'hui, une vision que je trouve assez intéressante, c'est le principe de langue-toi, ou Darsprache en allemand, parce que c'est un concept qui vient du monde germanique. C'est-à-dire que vous allez avoir un standard, ou parfois deux. Par exemple, en Norvège, il y a deux standards du norvégien. Il y a le bokmål qui est plus proche du danois, et le nynorsk qui est plutôt une sorte de synthèse entre des parlers norvégiens ruraux. Et cette langue, toi, va servir d'abri, entre guillemets, à d'autres langues qui vont être présentées comme des dialectes, et qui sont en réalité visibles comme des langues à part entière. L'allemand est présenté comme ça, l'italien d'une certaine manière est une langue toi, parce qu'il y a énormément de langues différentes et parfois très différentes les unes les autres en italien, parce qu'entre le vénitien et le napolitain c'est quand même très différent par exemple. Et il y a aussi le cas très intéressant de l'arabe, parce que quand on apprend l'arabe, on va apprendre l'arabe standard qui est une sorte de standard pour le monde arabe international sur plusieurs pays. Et il va y avoir ce qu'on appelle l'arabe dialectal. Mais par exemple, le dialecte arabe le plus parlé, c'est l'arabe égyptien. Il y a plus de 64 millions de locuteurs natifs. Donc on est très loin de la vision du petit dialecte parlé par une poignée de gens de plus de 80 ans dans un petit village perdu. On est sur une langue qui a énormément de locuteurs natifs. Et ça, je trouve que c'est une vision intéressante parce que ça va montrer une différence politique entre dialecte et langue, où la langue va être plutôt
un dialecte, voilà, mettons, qu'on a érigé en standard, qui est parfois un compromis, parce qu'il y a des langues nationales qui ont été créées relativement tard et qui sont, d'un certain point de vue, relativement artificielles. Et c'est peut-être là la seule différence que je peux retenir personnellement entre un dialecte et une langue. Voilà, donc n'oubliez pas que, encore une fois, les langues c'est très politique et que cette distinction est très difficile à faire, elle est très floue et il s'agit avant tout d'un problème de grands pays riches, très centralisés, qui ont besoin d'une langue pour leur administration et pour unifier la population, et aussi pour diffuser cette langue à l'international. Et c'est pour ça que ces pays ont besoin de se doter d'un standard et de dire ça c'est la langue standard et le reste c'est des dialectes. Et on va terminer sur une citation, je crois que j'ai déjà donné, du linguiste qui s'appelle Max van Rijk, qui était un linguiste qui était plutôt spécialisé dans le yiddish et qui, avec cette citation, a fait ressortir toutes les difficultés à faire exister le yiddish dans le monde européen. Une langue est un dialecte avec une armée et une marine, ce qui montre bien que la distinction est avant tout politique et que ceux qui vont pouvoir ériger un dialecte au rang de langue, c'est avant tout ceux qui ont le pouvoir politique, économique et militaire. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner votre vision de ce qu'est la différence entre un dialecte et une langue, votre intérêt pour les dialectes, pour les langues régionales, etc. Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, laisser un pouce pour aider au référencement de cette vidéo. Et si vous aimez ma façon de présenter les choses, si vous avez envie qu'on travaille ensemble sur votre projet d'apprentissage d'une langue, vous pouvez vous inscrire au mail privé en cliquant sur le lien ci-dessous dans la description. Comme ça, vous recevrez régulièrement des nouvelles de la chaîne, du site. Et en plus, vous aurez accès à une mini-formation de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire qui vous servira. Que vous appreniez une langue nationale, une langue régionale, un dialecte, voilà, comme vous voulez. En tout cas, ça vous servira dans tous les cas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!